Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Nakamoshi pour ce nouvel épisode des reviews des shows des 4 janvier de New Japan Pro Wrestling. Et aujourd'hui, on va reviewer New Japan Pro Wrestling en 1994, le show de 1994, appelé aussi Battlefield. Voilà. Et le show va s'ouvrir avec un match par équipe à 10. Je vous cite rapidement les lutteurs. Vous avez du talent. D'un côté, vous avez El Samurai, Manabu Nakanishi, Osamu Kido, Satoshi Kojima et Yuji Nagata. Et en face, vous avez le clan Heisei Shingun, représenté par Kimura, Kobayashi, Ohara, Koshinaka et le Great Kabuki. Alors, rapidement, le Heisei Shingun, c'est un clan de lutteurs New Japan, dissidents, voilà, qui se sont associés, qui ont décidé de s'opposer à des lutteurs New Japan. Et du coup, vous avez plusieurs matchs qui tournent autour un peu de l'honneur. Voilà, les lutteurs New Japan qui veulent défendre l'honneur de la compagnie contre ce clan de lutteurs dissidents. Et ça donne des dynamiques de match assez intéressantes. Et vous avez deux matchs de ce style qui vont ouvrir le show. Vous avez le premier match 55, comme je vous l'ai dit, qui dure 12 minutes. Voilà, c'est un match, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de monde, c'est un match qui est bien dynamique. Ils arrivent à développer, à retranscrire l'animosité qu'il y a entre les deux clans. Et notamment par le fait que quand un lutteur va dominer son adversaire, il ne va pas forcément l'empêcher d'aller faire le relais. Parce qu'il a eu le plaisir de casser la gueule d'un lutteur. Il aime bien avoir le plaisir de casser la gueule d'un second lutteur. Donc ils ne vont pas forcément empêcher leurs adversaires de faire les changements. Par contre, quand il y a une tentative de tomber ou de soumission, il y a limite tout le monde qui rentre pour empêcher le tomber ou la soumission, pour justement ce côté un petit peu honneur. On veut surtout pas perdre contre les mecs de New Japan, ou on veut surtout pas perdre contre les mecs du clan des dissidents. Donc ça fait un match qui est assez sympa. Ça dure 12 minutes. Voilà, si vous avez 12 minutes à perdre, l'opener est plutôt cool. Je l'ai mis 3 étoiles. Voilà. Pour un match à 55 avec 10 lutteurs en 12 minutes, c'est plutôt pas mal. Tout le monde n'a pas le temps de briller, mais ça reste assez sympa à voir. Après, vous avez un deuxième match dans le même style. Lutteur New Japan contre lutteur dissident, avec Lizuka Inogami contre Saito et Aoyagi. Match un peu moins bien, je mets que 2,5. C'est un petit peu sur la continuité, voilà, du premier combat. Mais en fait, vu qu'il y a moins de monde, on voit plus souvent les mêmes lutteurs. Et du début du match jusqu'à la fin, il se passe quasiment exactement tout le temps la même chose. Et à partir du moment, et puis à un moment donné, tombe le finish en fait. Donc c'est un peu abrupt comme fin et c'est un peu dommage. Je mets 2,5 quand même parce que dans l'exécution il n'y a rien de spécialement mauvais. On passe rapidement sur le début de show, c'est généralement des matchs pas trop importants. Parlant de matchs pas trop importants, troisième match du show, on a Black Cat qui affronte Brutus Beefcake. Et ouais, Brutus Beefcake au Japon. Qu'est-ce que fout Brutus Beefcake ici? En 1993, donc l'année précédente, Hulk Hogan a fait son retour chez New Japan Pro Wrestling et forcément il a trouvé un petit boulot à son meilleur pote. Alors Black Cat, c'est pas un mauvais lutteur, hein. C'est une bonne main en mid-card, voilà, mais le problème c'est qu'en face de lui il a Brutus Beefcake qui est un lutteur extrêmement mauvais et qui n'est pas du tout adapté au style japonais. Et Black Cat, c'est pas un assez bon lutteur, c'est pas un lutteur assez exceptionnel pour réussir à porter Brutus Beefcake à quelque chose de décent. Donc c'est pour ça que je mets 2. Voilà, il n'y a rien à voir. C'est un match qui dure 8 minutes, mais franchement, t'as l'impression qu'il en dure le double. C'est très très mauvais. On passe au match suivant. Encore un match qui oppose un lutteur New Japan contre un lutteur dissident. Vous avez Tatsuroshi Goto contre pas El Samurai, Super Strong Machine, pardon. Et là, je me suis dit qu'ils allaient réussir à développer quelque chose de différent dans le contexte New Japan contre lutteur dissident, parce que c'est un 1v1. Et en fait, pas du tout. Je me suis dit que c'est là qu'ils allaient avoir le plus de temps pour créer quelque chose de différent ou pour prolonger le fait qu'il y ait de l'animosité entre les deux. Elle est un petit peu plus loin dans cette idée. Mais en fait, pas du tout. Entre les 3 matchs qui vont opposer des lutteurs New Japan contre des lutteurs dissidents, ça va être le match le plus creux. Donc voilà, je vous invite pas particulièrement à le voir. 2,5 parce qu'il n'y a rien de mauvais dans l'exécution en 9 minutes. Voilà. Ensuite, vous avez Jushin Liger contre Tiger Mask 3.
qui n'est pas pour le titre Junior Heavyweight, c'est un match masque contre masque. Alors c'est un bon match, je lui mets 3 un quart, en un petit peu moins d'un quart d'heure. Le seul problème, c'est que quand vous avez deux noms comme Jushin Liger, qui est un peu le boss du game dans les catégories Junior Heavyweight, et Black Mask, Tiger Mask, pardon, qui est un gros nom, même si c'est pas le meilleur des Tiger Mask, c'est le moins bon depuis le début, c'est la troisième incarnation, pardon. Il s'agit de Koji Kanemoto, qui va donc perdre à la fin et devoir retirer son masque. Oui, voilà, vous attendez un match très différent, un match de Junior Heavyweight qui va voler le show avec des spots et tout ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Vous allez avoir des spots, des topés, etc. Mais ça va être vraiment en toute fin de match, la grosse majorité du match. Ça va être un règlement de compte entre les deux hommes. Voilà, ça va se bagarrer de manière assez simple, hein, un coup de poing, un coup de pied, emmené au sol et tout ça. Et voilà, c'est vraiment pas le style de match que j'avais envie de voir à ce moment-là, avec ces noms-là. Voilà. Parce que c'est le 5e combat du show, et sur les 4 premiers, on a eu 3 combats qui opposaient des lutteurs New Japan contre des lutteurs dissidents. Et c'est autour de ça que le match tournait. Et là, avoir un match de Junior Heavyweight où ça voltige partout, je suis pas toujours fan de ce style-là, mais ça aurait été rafraîchissant. Et je pense que c'est ce qu'il fallait à ce moment-là du show. Derrière, on enchaîne avec un match par équipe, pour les titres par équipe. Hercule et Scott Norton. Hercule Hernandez, je crois que c'est Hernandez. Et Scott Norton vont défendre les titres par équipe contre les Hellraiser, donc les Road Warriors du Japon. Road Warrior Hawk et Kensuke Sasaki. Voilà. Alors, je suis pas fan de ce genre de match qui tourne autour des épreuves de force. Voilà. C'est un match qui a duré 12 minutes. Je mets 2 étoiles parce qu'il n'y a rien de mauvais dans le fond, mais c'est pas mon style de match, donc j'accroche pas spécialement. Et en plus, je trouve que vu que ça fait des matchs extrêmement minimalistes, ça retire du prestige au titre par équipe. Même si c'est difficile d'obtenir un titre par équipe parce que c'est des mecs imbattables qui ont le titre, ça retire pas mal de prestige du fait des combats assez faibles. Les no-selling de Road Warrior Hawk sont toujours aussi minables. Sauf une fois où il m'a fait rire, c'est pas. En fait, il prend un pile driver, et il va se relever tout de suite pour mettre une close line, mais en fait, il arrête complètement sa close line, il est 1 mètre trop loin. Et en fait, au lieu de mettre sa close line avec la jonction au niveau du coude ou du biceps, il va le mettre avec son poignet. Et en fait, c'est ridicule, je sais plus qui est en face. Ça doit être Hercule ou Scott Norton. Scott Norton, on va dire. Et le mec bump pour avoir pris un coup de poignet dans le thorax, c'est ridicule. Voilà. Et encore une fois, déçu de voir Sasaki relégué à ce genre de match. C'est pas encore le grand lutteur qui sera plus tard, mais il méritait une autre exposition à mon avis. Après ça, vous avez un autre match par équipe, bien mieux. Les Steiners contre Hiroshi Ase et Keiji Muto. Un match que je vais noter à 3 1/4. J'aurais pu mettre plus, mais ce qui me freine, c'est que le match dure 21 minutes. Et que pour ce temps-là, soit il aurait fallu développer plus de choses, soit si vous restez dans ce que vous avez développé, il fallait faire ça en un match un peu plus court, un peu plus condensé. Parce qu'on a un peu l'impression que ça se répète quand même. Le début de match commence avec les Steiners qui vont dominer les Japonais au sol, avec leur lutte au sol. Ce qui est plutôt pas mal, ça montre que les Steiners, eux, se sortent les doigts du cul. C'est pas, parce que, au vu de leur gabarit, ils pourraient facilement jouer les feignasses et juste prendre un chèque. Mais non, ils vont pas mal travailler. Les Japonais, on va ensuite revenir entre le ring et l'entrée. Vous avez une grande rampe à hauteur du ring, voilà, comme on peut voir. Je sais pas, je suis à WCW, c'est arrivé chez AEW, c'est arrivé au Japon, à la Noah, tout ça. Et ils vont reprendre l'avantage là-dessus. On porte une souplex sur les Steiners et ils vont prendre une grande course d'élan, 15-20 mètres, pour venir mettre une close line. Parce qu'au Japon, la close line, peu importe quel lutteur la porte, c'est un big move. Voilà. À condition que tu ne sois pas un junior heavyweight qui la porte sur Scott Norton. Forcément, là, ça serait ridicule. Mais à partir du moment où vous êtes un poids lourd, si vous portez une close line, vous pouvez gagner sur une close line. Voilà. Parce que dans l'esprit des japonais, c'est connoté gros move. Enfin, move puissant.
Après ça, les Japonais vont prendre l'avantage enfin, vont conserver l'avantage en travaillant la jambe de Scott Steiner. Voilà, c'est Scott. Scott ou c'est Rick? Non, je crois que c'est Scott. Ça va être bien fait. Pendant plusieurs minutes, ils vont se faire des relais, voilà, pour travailler la jambe et puis pas trop se fatiguer. Mais le problème, c'est que Scott Norton, en fait, Scott Steiner, pardon, lapsus. Derrière, il va pas spécialement vendre. Il va reprendre l'avantage sans vendre la jambe jusqu'à la fin du combat. C'est un peu dommage. Et vous pouvez voir pendant ce match, si vous avez envie, regardez ne serait-ce que pour un move que je crois que j'ai jamais vu depuis, mais un move hyper dangereux. C'est Scott Steiner qui prend, je crois que c'est Hiroshi Ase, il le prend en position de jackhammer ou de souplex maintenu. Et en fait, il va lâcher Ase et va la rattraper en pile driver. Enfin, il va enchaîner en pile driver, il va pas l'attraper et ensuite porter pile driver. Il va tout faire, mais dans la même seconde. Et c'est un move mais incroyable. Je crois que j'ai jamais vu ça. Et c'est dangereux de ouf. Donc voilà, vous pouvez regarder ce match ne serait-ce que pour ce move-là. Ensuite, vous avez Hulk Hogan qui va affronter Tatsumi Fujinami. Voilà, un match sympa, hein, 13 minutes. Match sympa, mais qui va pas spécialement décoller. Voilà, je mets juste la note de 2,5. Rien de mauvais, encore une fois. Mais le problème, c'est que... alors déjà, si vous n'avez jamais vu Hulk Hogan au Japon, regardez. Ça n'a rien à voir. J'ai jamais vu un lutteur qui se transforme autant quand il change de pays. Voilà. Hormis peut-être, oui, si Sin Cara, le premier Sin Cara de WWE. Il paraît qu'il était fantastique au Mexique. Je suis pas connaisseur de lucha libre, donc je me prononcerai pas. Mystico, je crois, ou Caristico, je sais pas. Et voilà, il s'est déchiré chez WWE. Et quand il est parti de WWE, il est retourné au Mexique. Et a priori, depuis, il est à nouveau exceptionnel. Donc voilà, c'est très, très étonnant. Donc Hogan, oui, il sort les doigts quand il est au Japon. Incroyable. Et là, il est dans un match très technique avec Tatsumi Fujinami. Il fait de petites prises emmenées au sol, on contourne l'adversaire. C'est difficile de sortir d'une domination adverse. Donc c'est pas mal, mais le problème, c'est qu'en fait, ça dure extrêmement longtemps. Et je suspecte Hulk Hogan d'avoir fait ce genre de match pour essayer de se mettre en valeur. En mode, regardez, Hogan est capable de faire pas mal de techniques. Peut-être pour avoir un contrat. Là, c'est juste moi qui suppose. Parce que le match, enfin, ce côté du match va durer très longtemps. Et dès que vous allez sortir du côté technique, accroché, le finish va tomber direct, quasiment. Il va y avoir une petite minute, 1 minute 30 où ça va se bagarrer. Mais sinon, dès que vous sortez de la lutte, moi j'aime bien ces côtés-là. Mais c'est pas que c'est pas développé, mais j'aime bien quand on en sort, celui qui en sort gagnant ait pris un avantage net qui lui permette ensuite d'enchaîner sur autre chose. Et là en fait, c'est pas spécialement le cas. Et c'est un peu dommage. Donc voilà. Ensuite vous avez Yoshiaki Fujiwara contre Riki Choshu. Ma grande déception du show. Je mets que 2 étoiles au match. Alors, ça dure pas très longtemps, ça dure 9 minutes, c'est digeste. Mais le truc, c'est que Fujiwara, c'est un lutteur qui venait de la UWF dans les années 80, 85 ou 86, avec la clique Akira Maeda et tout ça. Et ça a comment dire, créé un angle d'invasion. L'UWF envahit New Japan. Ça a donné des matchs fantastiques, je vous invite à aller les voir. Et Riki Choshu, à cette époque-là, était booker et lutteur actif. Et pendant un match, Akira Maeda va shooter contre Choshu et il va le blesser. Voilà, il va le blesser à l'œil. Il va lui fracturer je sais pas quoi. Et donc, du coup, Choshu va être blessé et Maeda va être renvoyé. Et toute sa clique va décider de le suivre, sauf 2 lutteurs. Donc Fujiwara et un autre, j'ai oublié. Bref. Et les deux là, enfin Fujiwara et son partenaire, vont avoir pas mal de hits ou vont être un petit peu mal vus au sein de la compagnie. Donc du coup, ils vont montrer patte blanche. Ils vont accepter le rôle mid-card qu'on va leur donner. Ils vont accepter de jobber contre qui on va leur dire de jobber. Ils vont causer aucun problème. Fujiwara va même entraîner
des lutteurs du New Japan Dojo, notamment Minoru Suzuki, entre autres. Et Fujiwara, en 89 ou 90, je crois que c'est 89, il va décider de quitter New Japan pour 2 raisons. Il n'aime pas le poids que prend Riki Choshu au sein de la compagnie. Choshu qui était déjà booker en chef et lutteur important. Mais Choshu va prendre de plus en plus d'importance backstage. Ça va pas plaire à Fujiwara qui va partir. Et en plus, il avait envie de redévelopper son côté shoot style. Enfin, de réutiliser un peu plus son côté shoot style et le mettre davantage en avant. Donc du coup, il va partir. Et quand il va revenir, ça va être un agent libre quasiment pour tout le reste de sa carrière. Et quand il va revenir, j'espérais voir un match avec beaucoup d'animosité, d'intensité, un peu de haine entre les deux. Et on va pas spécialement avoir ça, enfin on va l'avoir, mais on va l'avoir de par les expressions des 2 lutteurs, pas forcément par leur catch. Et franchement, c'est vraiment dommage que ce match arrive en 94. Parce que je pense que si c'était arrivé avant, quand les deux étaient un petit peu plus jeunes, parce qu'ils doivent tourner autour des 45 ans, à minima, Fujiwara doit peut-être être un peu plus vieux. Et tu sens que c'est un combat vraiment pour l'honneur, tu vois. Mais pas l'honneur de la compagnie, c'est vraiment l'honneur de l'homme, c'est vraiment la fierté qui oppose 2 hommes. Et voilà, dans les intentions c'est bien, mais dans l'exécution c'est pas fou. Voilà, ensuite on passe au pré-main event. Shinya Hashimoto défend le championnat poids lourd contre Masahiro Chono dans un très très bon match. Et je mets 3/3 au combat. C'est peut-être un peu généreux, ça vaut peut-être plus un 3,5, mais je viens d'enchaîner en 3 jours les 3 premiers Wrestle Kingdom, enfin les 3 premiers shows du 4 janvier. Et c'est peut-être parce qu'il dénote absolument avec tous les autres. Et je trouve que ce match est vraiment beau. Alors c'est très long, ça dure 28 minutes. Mais 28 minutes bien digestes. Il y a une bonne construction au départ. Les deux lutteurs s'observent. Comment est-ce qu'on va prendre l'avantage? Chono essaie de bloquer les kicks d'Hashimoto. C'est difficile de prendre l'avantage. Ça va lutter un petit moment au sol. Ça va se relever, ça va se ramener au sol dans les cordes et tout ça. On sent que c'est bien accroché. Finalement, Hashimoto va prendre l'avantage. À partir de ce moment-là, on se demande vraiment comment Chono va réussir à revenir. Parce que Chono, quand il est au sol, Hashimoto va aller porter soit des soumissions, soit des prises pour l'affaiblir, pour le fatiguer, comme un collier arrière par exemple. Où Chono va devoir beaucoup lutter pour s'en sortir du collier, donc se fatiguer. Et quand il réussit à se relever, Hashimoto le fracasse avec ses kicks, qui sont son arme, sa plus grosse arme. Et vraiment, ils vont réussir à faire en sorte que Chono, à chaque fois qu'il tente un comeback, il réussit à aller un petit peu plus loin. Il tente un comeback, mais il se fait calmer direct par Hashimoto. Il va retenter un comeback, il va réussir à passer 1 ou 2 coups avant de se faire calmer. Ensuite, il va revenir, il va réussir à porter 4, 5, 6 coups et il va se refaire calmer jusqu'au moment où il va réussir à... Enfin non, il va pas réussir à reprendre l'avantage. C'est Hashimoto qui va le coucher encore une fois. Et Hashimoto va tenter une espèce Merde. Putain, j'ai oublié le nom, désolé. De armbar, voilà. Et Chono va réussir à s'en sortir en passant par derrière et porter son STF. Et vraiment à ce moment-là, alors je savais qu'Hashimoto ne perdait pas sur ce combat. Hashimoto garde le titre. Et vraiment, quand j'ai vu le STF et la manière de crier d'Hashimoto, je me suis dit putain, il va perdre. Et en fait, ils ont réussi à me faire douter, alors que je savais très bien qu'il allait pas. Désolé pour la petite coupure. Et je disais donc oui, sur l'STF, alors que je savais le résultat du match, réussir à me faire douter de me dire mais Hashimoto il va perdre là. Et ben franchement c'est preuve qu'ils ont réussi leur coup, que c'était bien fait. Alors j'imagine quand tu connais pas le résultat, t'es persuadé que Chono va gagner. Et au final non, victoire d'Hashimoto, belle victoire d'Hashimoto. Et là ce genre d'affrontement donne du prestige au titre. Contrairement à ce que je disais tout à l'heure avec le championnat par équipe. Et ensuite vous avez un match qui va durer un quart d'heure, c'est le main event. Antonio Inoki contre Genichiro Tenryu, ou Tenryu, en fonction de comment vous voulez dire. C'est un match très étrange. C'est un des matchs les plus bizarres que j'ai vus. Sans rajouter d'artifice, partir dans le what the fuck, comme WWE a pu le faire, entre autres. Mais c'est un match qui a duré un quart d'heure.
Et alors, ça va commencer avec Inoki qui va mettre des coups de poing à Tenryu. Au Japon, enfin normalement peu importe où est-ce que vous catchez, mais au Japon surtout, on ne ferme pas poing fermé au visage. Grande technique de Tenryu justement. Dans les années 80, si vous regardez chez All Japan, dès qu'il est en difficulté, il va pas se faire chier, il met un coup de poing. Parce que dans l'absolu, dans la vraie vie, si tu mets un coup de poing, soit le mec est KO, soit le mec est un peu désorienté quelques secondes, où il se demande putain qu'est-ce qui vient de se passer. Donc Tenryu fait ça, il surprend l'adversaire, boum, un coup de poing, l'adversaire pendant 1 ou 2 secondes il sait pas trop où est-ce qu'il est. Lui ça lui permet de souffler un bon coup et de prendre l'avantage. Inoki va faire ça. Je sais pas si c'est volontaire pour lancer un message ou pas, mais c'est ce qu'il fait pendant les premières minutes. Pas mal d'animosité, Tenryu va lui mettre une gifle, Inoki va lui mettre un coup de boule. Voilà, des coups de poing. Et à un moment donné, Inoki va porter son slipper, sa prise du sommeil. Et Tenryu, il va s'endormir. Il va perdre conscience, il va tomber par terre. Et ça a duré de longues minutes comme ça. L'arbitre, il va pas donner la victoire à Inoki, alors que Tenryu est pas capable de continuer. Donc déjà ça, c'est bizarre. Et ça a duré, mais bien 2 minutes, hein, Tenryu au sol en train de dormir. L'arbitre doit essayer d'aller le réveiller. Aux abords du ring, vous avez des lutteurs de la UW, pas du tout, de la WAR, ou WAR, vous appelez ça comme vous voulez, et des lutteurs New Japan. Et les lutteurs de la WAR vont faire beaucoup de bruit pour essayer de le réveiller. Du côté de New Japan, eux, ils pensent pas, enfin, a priori, les lutteurs de la WAR pensent vraiment qu'il est endormi. Et je pense que pour les lutteurs New Japan, eux pensent plus que c'est une feinte. Et t'as même Chouchou qui est aux abords du ring qui va monter sur le rebord, sur la prendre et qui va mettre des baffes à Tenryu. Et à un moment donné, Tenryu va se réveiller, va sortir à l'extérieur pour récupérer quelques secondes. Et Inoki va avoir un comportement très bizarre parce qu'il va même gifler l'arbitre. Il va s'en prendre à Tenryu dans les cordes, il va porter des soumissions. Il va pas vouloir lâcher la prise quand Tenryu sera dans les cordes. Et ça fait un peu Enfin, ça fait carrément je vais dire le mot, le scénario, voilà, ou la construction du babyface en péril, sauf qu'il donne ce rôle à Tenryu, qui est un lutteur de la WAR, qui lutte devant un public New Japan, ce qui est assez contradictoire. J'ai l'impression qu'ils ont envie de faire faire applaudir Tenryu par le public. Et en fait, je comprends pas le truc. J'ai pas saisi exactement. Je pense que j'aurais mieux accepté le truc, ou je l'aurais mieux compris si c'est si c'est Inoki qui avait eu le rôle de Tenryu, qui serait endormi, qui serait relevé, qui serait battu au Fighting Spirit avec l'appui du public, tout ça. Le mec combattant, valeureux, qui abandonne jamais. Et là, que ce soit le lutteur étranger à la compagnie qui tienne ce rôle contre le lutteur le plus populaire de la compagnie, j'ai trouvé ça bizarre et ça donne une ambiance bizarre. Voilà, Tenryu va venir par battre Inoki en plus, donc il va être hyper over. Et à la fin, limite, c'est Tenryu qui va faire les honneurs à Inoki, il va lui serrer la main, il va se prosterner devant lui, limite. Et Tenryu va soulever le bras de Inoki pour le faire applaudir par le public. Et Inoki, tu sens qu'il est dégoûté, il a perdu, vas-y, il a envie de se barrer. Et t'as Hiroshi Ase qui est monté dans le ring, je crois qu'il est avec Sasaki si je dis pas de bêtises. Et il va retenir Inoki, il va même gifler Inoki. Et tu sens que à ce moment-là dans le public il y a mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est plutôt pas mal. Ça rajoute encore au côté un peu bizarre de ce match. Et Inoki, en fait, t'as l'impression qu'Aze il dit non, tu te comportes pas comme ça, machin. Aze en mode gros vétéran, tu vois, alors il a pas du tout ce rôle-là. Et Inoki il va dire ouais, non, t'as raison. Il va aller voir Tenryu, il va lui serrer la main, il va lever son bras en signe de victoire. Et image assez sympa à la fin du match, tous les lutteurs qui étaient aux abords du ring, que ce soit la WAR ou New Japan, lutteurs New Japan vont se retrouver dans le ring pour le traditionnel cri de fin pour clôturer le show. Donc voilà, c'était un show assez inégal d'un combat à l'autre. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des choses un peu moins bonnes, enfin même beaucoup moins bonnes. Donc voilà, je mets pas de note à ce match-là
parce que je sais pas noter ce match-là. Si vous avez envie de voir une curiosité, allez regarder ce match, c'est le main event du coup du show du 4 janvier, Battlefield in Tokyo Dome 1994. C'est main event. Inoki contre Tenryu, ça dure un quart d'heure. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce combat. Parce que je sais toujours pas quoi en penser. Voilà, je vais mettre la note pour le show. Je vais noter le show à 5. Voilà, parce qu'il y a des choses pas mal. Est-ce que je mets un petit peu plus? Il y a quand même un 3 quarts. Ouais, non, je suis en train de revoir. En 1003 quarts et 2 1 quart, il n'y a pas grand chose. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas un gros moment fort dans le show sur une continuité. À chaque fois qu'il y a un gros match, derrière ça retombe. Soit il y a un dud, soit il y a un 2 étoiles. Et heureusement qu'il y a ces bonnes notes, enfin, ces quelques bons matchs. Sinon, on aurait eu un match digne du premier show. Donc, je vais mettre la note de 5. Voilà, on va rester à 5. Ce qui fait de ce show le deuxième meilleur show du 4 janvier. Pour l'instant, on a reviewé que 3 éditions. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était Akamoshi. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à la chaîne, à commenter s'il y a des matchs que vous avez envie de voir, que vous allez voir, que vous avez vu, ou même si vous avez vu après cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les combats. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine review. On reviewera donc le show du 4 janvier de 95. Salut tout le monde!